Ce que vous pardonnez trop facilement finit toujours par vous coûter. Il y a des choses que vous pardonnez trop facilement. Des choses que vous laissez passer en vous disant que ce n'est pas grave, que ce n'est pas intentionnel, que la personne ne savait pas ce qu'elle faisait. Et sur le moment, ce pardon vous semble sage. Il vous semble même noble, parce qu'on vous a appris que pardonner est une vertu, que les grandes âmes ne gardent pas rancune, que la paix intérieure passe par l'acceptation. Mais avec le temps, quelque chose se passe. Quelque chose que vous ne voyez pas tout de suite, mais que vous finissez par ressentir. Ces comportements que vous avez pardonnés reviennent. Ces personnes que vous avez excusées recommencent, et peu à peu, vous vous retrouvez dans une réalité que vous n'aviez pas choisie, une réalité où votre patience est devenue une invitation, où votre tolérance est devenue une permission, où votre silence est devenu une règle du jeu que les autres ont appris à utiliser en leur faveur. Avez-vous déjà laissé passer un manque de respect en vous disant que ce n'était pas si grave, une remarque déplacée, un comportement à la limite, une attitude qui vous dérangeait, mais que vous avez excusée parce que la paix vous semblait préférable au conflit? Et puis cela s'est répété, encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez que ce que vous appeliez de la sagesse était être, en réalité, quelque chose de bien différent. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui dérange, une idée inspirée de Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus radicaux et les plus mal compris de l'histoire de la pensée occidentale. Une idée simple dans sa formulation, mais profondément inconfortable dans ses implications. Tout ne doit pas être pardonné, parce que certains comportements ne sont pas des erreurs, ce sont des signaux sur la manière dont les autres vous perçoivent réellement, des signaux sur ce qu'ils croient pouvoir se permettre avec vous, des signaux sur la place qu'ils vous accordent dans leur vie. Et ces signaux, si vous apprenez à les lire correctement, vous disent quelque chose d'essentiel sur vous-même et sur les dynamiques qui gouvernent vos relations. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier manque de respect que nous allons aborder est souvent le plus dangereux, celui que presque tout le monde accepte sans même s'en rendre compte, celui qui fait le plus de dégâts précisément parce qu'il est invisible. Le manque de respect ne commence jamais brutalement. Voici quelque chose que presque personne ne comprend vraiment, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour en tirer les conséquences correctes. Le manque de respect ne commence jamais d'une façon brutale et évidente. Il ne commence pas par une insulte directe, par une trahison manifeste, par un acte que vous pouvez montrer du doigt et nommer sans ambiguïté. Il commence de façon bien plus subtile, bien plus insidieuse, bien plus difficile à identifier et à confronter. Il commence petit, invisible, tolérable. Le premier signe est tellement discret qu'on pourrait presque le confondre avec de la distraction ordinaire. On ne vous écoute pas vraiment. Vous parlez et la personne en face de vous coupe votre phrase, regarde son téléphone, change de sujet avant que vous ayez terminé. Vous finissez votre pensée dans le vide, avec cette sensation légèrement déplaisante d'avoir dit quelque chose qui n'a atteint personne, et vous laissez passer, parce que ce n'est pas important, parce que tout le monde est distrait parfois, parce que vous ne voulez pas passer pour quelqu'un de susceptible. Mais avec le temps, cela devient une habitude. Votre parole devient quelque chose que l'autre peut interrompre sans conséquence. Votre pensée devient quelque chose dont l'autre peut se détourner librement. Et vous continuez à laisser passer parce que chaque instance individuelle semble trop petite pour mériter une réaction. Le deuxième signe est encore plus subtil dans sa forme, mais plus concret dans ses effets sur votre vie quotidienne. On annule vos plans au dernier moment, sans réelle raison, sans considération véritable pour le temps que vous aviez réservé, pour les arrangements que vous aviez faits, pour l'attente que vous aviez investie. Comme si votre temps était naturellement flexible, adaptable, disponible pour être reconfiguré selon les besoins de l'autre, mais pas le leur. Et là encore,
vous comprenez, vous excusez, vous adaptez votre emploi du temps, vos attentes, votre humeur. Parce que les imprévus arrivent à tout le monde. Parce que vous ne voulez pas être rigide. Parce que montrer que cela vous dérange vous semble disproportionné. Le troisième signe est plus direct, mais présenté d'une manière qui rend la confrontation difficile. On vous fait des remarques déguisées, des blagues, des sous-entendus, des petites piques qui arrivent avec un sourire et une légèreté calculée. Je rigole. Faut pas le prendre comme ça. T'es trop sensible. Et vous souriez aussi, parce que c'est ce qu'on fait dans ces situations, mais intérieurement, quelque chose vous atteint. Quelque chose laisse une trace petite, mais réelle, qui s'additionne aux traces précédentes. Quelqu'un critique votre projet sous couvert d'humour, quelqu'un fait une remarque sur votre apparence de manière légère, comme si cela n'avait aucune importance, quelqu'un diminue vos ambitions en les tournant en dérision devant d'autres. Et chaque fois, l'emballage humoristique rend la confrontation presque impossible. Parce que si vous réagissez, vous êtes celui ou celle qui ne sait pas prendre une blague. Ce que vous observez dans ces trois premiers signes n'est pas seulement un comportement des autres, c'est aussi une réponse à ce que vous avez laissé passer. Car chaque fois que vous laissez passer, vous envoyez un signal. Et ce signal, même s'il n'est jamais formulé explicitement, est reçu et enregistré avec une précision remarquable. Ce que Carl Jung comprenait sur les limites et le silence, pour comprendre vraiment pourquoi ce mécanisme fonctionne ainsi, il faut aller plus loin dans la psychologie humaine. Et c'est précisément là que les observations de Carl Jung, le grand psychiatre suisse, dont la pensée a révolutionné notre compréhension de l'inconscient et des dynamiques relationnelles, deviennent éclairantes d'une façon qui peut vous changer fondamentalement si vous les prenez au sérieux. Jung avait compris quelque chose que peu de personnes acceptent vraiment, parce que cela implique une forme de responsabilité personnelle que beaucoup préfèrent éviter. Les gens ne vous traitent pas seulement selon ce qu'ils sont. Ils vous traitent aussi selon ce que vous leur apprenez à faire, selon les comportements que vous validez par votre silence, selon les frontières que vous posez ou que vous refusez de poser, selon les signaux, conscients ou non, que vous envoyez sur ce qui est acceptable dans votre relation avec eux. Ce que vous refusez d'affirmer, les autres vont souvent le tester. Prenons un exemple précis. Quelqu'un vous coupe la parole une première fois, vous ne dites rien, une deuxième fois, toujours rien, une troisième fois. Votre silence continue et progressivement, sans que personne ne l'ait décidé explicitement, le fait de vous couper la parole devient normal dans cette relation. Non pas nécessairement parce que la personne est fondamentalement irrespectueuse ou malveillante, mais parce qu'elle a appris, à travers votre comportement, qu'il n'y aurait pas de limite à franchir, qu'il n'y aurait pas de résistance, que ce comportement était, dans le contexte de votre relation, acceptable. Autre situation, on vous fait une remarque déguisée, vous souriez, vous laissez passer. Alors la personne recommence, un peu plus directe, un peu plus insistante, un peu plus confortable dans ce territoire que vous lui avez implicitement accordé et, progressivement, le manque de respect s'installe non pas comme un événement ponctuel, mais comme une structure de la relation. Votre silence est interprété non pas comme de la patience, de la sagesse ou de la grandeur d'âme, mais comme une permission, comme un feu vert implicite, comme la confirmation que ce comportement est toléré et donc, d'une certaine façon, accepté. Jung appelait cette dynamique une interaction avec l'ombre, parce que ce que vous refusez d'affirmer chez vous, votre capacité à dire non, votre capacité à poser des limites claires, votre capacité à vous défendre et à vous affirmer sans vous excuser de le faire, tout cela finit par apparaître dans le comportement des autres. Votre ombre, les aspects de vous-même
que vous avez appris à réprimer ou à ignorer se manifeste dans les dynamiques que vous créez avec les personnes qui vous entourent. Et c'est là que la compréhension devient véritablement transformatrice, parce qu'elle vous déplace d'une position de victime passive des comportements des autres vers une position d'acteur qui comprend comment ces comportements ont pu s'installer et comment il est possible de les changer. Les personnes qui testent les limites ne cherchent pas toujours à nuire. Elles observent, elles ajustent, elles avancent jusqu'à rencontrer une résistance. Et si cette résistance n'existe pas, elle continue. Non pas par malice particulière, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les dynamiques humaines. Nous tous, à des degrés divers, explorons les frontières de ce qui est possible dans nos relations. La question n'est pas de savoir si cela se passe. La question est de savoir ce que vous faites quand cela se passe. La vérité que Nietzsche voyait avec une clarté dérangeante, c'est ici que la pensée de Friedrich Nietzsche entre en scène avec une directness que peu de philosophes ont osé assumer aussi complètement. Et sa perspective est inconfortable, parce qu'elle ne laisse aucun espace pour les illusions confortables. Pour Nietzsche, le respect n'est pas une valeur automatique que les êtres humains se doivent mutuellement par défaut. Ce n'est pas quelque chose qui vous est dû simplement parce que vous existez, simplement parce que vous êtes une bonne personne, simplement parce que vous traitez les autres avec considération. Le respect est une réaction à ce que vous incarnez, une réaction à ce que vous tolérez, une réaction à ce que vous refusez, une réaction à ce que vous êtes réellement, pas seulement à ce que vous voulez paraître. Et dans cette logique, certains comportements ne sont pas des erreurs que les autres commettent malgré eux, ce sont des tests sur qui vous êtes vraiment, des tests sur jusqu'où il est possible d'aller avec vous, des tests sur ce que vous valez, non pas selon vos propres critères, mais selon les critères qu'ils appliquent à travers leurs actions concrètes. Le quatrième manque de respect, que presque tout le monde reconnaît quand on le nomme, mais que peu de gens ont conscience de subir en temps réel, est celui-ci. On vous parle différemment selon le contexte. Devant certaines personnes, on vous respecte, on vous écoute, on prend vos opinions au sérieux. Mais ailleurs, dans d'autres configurations sociales, le ton change, moins de considération, plus de familiarité déplacée, des libertés qui ne se prendraient pas dans d'autres circonstances, comme si votre valeur et votre statut dépendaient entièrement du regard de ceux qui vous entourent à un moment donné, et non d'une reconnaissance stable de qui vous êtes. Le cinquième manque de respect est plus visible dans sa structure, mais souvent plus difficile à confronter parce qu'il est souvent enveloppé dans une apparence de confiance et d'amitié. On profite de votre gentillesse, on vous demande des services, on compte sur vous, on sait que vous direz oui, parce que vous avez toujours dit oui, parce que vous avez appris à mesurer votre valeur relationnelle à travers ce que vous faites pour les autres. Mais lorsque vous avez besoin à votre tour, la présence disparaît. Soudainement, l'autre est occupé, indisponible, débordé. La réciprocité que vous aviez cru construire n'existait que dans un sens. Le sixième manque de respect est plus silencieux et donc, d'une certaine façon, plus difficile à identifier et à nommer. On ne vous défend pas, quelqu'un parle de vous en votre absence. Vous êtes critiqué, dévalorisé, réduit à une version de vous-même que vous ne reconnaissez pas. Et ceux qui sont présents, ceux qui vous connaissent, ceux qui pourraient dire quelque chose, ne disent rien. Non pas nécessairement par méchanceté, mais par confort, parce que prendre votre défense leur demanderait un effort qu'ils ne sont pas disposés à fournir, parce que votre valeur ne justifie pas, dans leur calcul silencieux, le risque ou l'inconfort que cela représenterait. Et enfin, il y a le dernier manque de respect, celui que nous avions annoncé comme le plus discret
est le plus dangereux, celui que presque tout le monde accepte sans même s'en rendre compte. On vous garde sans jamais vraiment vous choisir. On vous appelle quand cela arrange. On vous inclut quand cela est pratique. On vous convoque dans les moments de besoin ou d'ennui. Mais vous n'êtes jamais une priorité. Vous êtes une option, un recours. Quelque chose de disponible dans la périphérie de la vie de l'autre, utilisé quand c'est commode et mis de côté quand ce n'est plus nécessaire. Et le danger de ce dernier manque de respect est précisément qu'il ressemble à de la relation, il ressemble à de la présence, il peut même ressembler à de l'affection. Mais ce n'est aucun de ces choses. C'est simplement une exploitation confortable de votre disponibilité. Nietzsche voyait ces comportements avec une clarté que peu de ses contemporains avaient le courage d'assumer. Si vous acceptez tout, vous enseignez aux autres que tout est acceptable. Et à ce moment-là, le respect disparaît. Non pas par haine, non pas par mépris délibéré, mais par logique. Par la logique naturelle de toute dynamique humaine qui n'a pas rencontré de résistance. Pourquoi le pardon peut parfois envoyer le mauvais message? Nous vivons dans une culture qui valorise le pardon de manière presque inconditionnelle. On nous enseigne que pardonner est une force, que garder rancune est une faiblesse, que les personnes évoluées, spirituellement mûres, émotionnellement intelligentes, pardonnent facilement et avancent sans s'encombrer du passé. Et il y a une vérité dans tout cela. Certains pardons sont en effet des actes de liberté et de sagesse. Certaines rancœurs emprisonnent plus celui qui les garde que celui à qui elles sont adressées. Mais voici ce que cette culture du pardon inconditionnel omet soigneusement de mentionner. Le pardon, dans certains contextes relationnels, n'est pas reçu comme un acte de sagesse. Il est reçu comme une confirmation, comme la confirmation que le comportement pardonné était, en fin de compte, sans conséquence réelle, comme la confirmation que vous êtes le type de personne qui accepte, qui comprend, qui excuse, qui revient toujours, et cette confirmation, aussi bien intentionnée soit-elle de votre côté, change la dynamique de la relation d'une façon qui vous est défavorable. Tout pardonner ne vous rend pas respecté, cela vous rend prévisible. Et ce qui est prévisible est rarement vraiment respecté. Pensez-y un moment. Dans les relations où vous vous êtes montré le plus compréhensif, le plus patient, le plus enclin à excuser et à pardonner, avez-vous été traité avec plus de respect ou avec moins? Soyez honnête avec vous-même. Parce que la réponse que vous allez trouver en vous, si vous la cherchez vraiment, est probablement différente de ce que vous voudriez qu'elle soit. La vraie question n'est pas de savoir s'il faut pardonner. La vraie question est de comprendre ce que votre pardon enseigne aux autres sur votre valeur. Ce que chaque pardon accordé sans condition communique sur ce que vous pensez mériter. Ce que chaque tolérance excessive signale sur la manière dont vous vous positionnez dans la relation. Car chaque fois que vous laissez passer un manque de respect, vous définissez une norme, vous tracez une ligne. Et cette ligne, une fois tracée, devient votre réalité relationnelle. Elle devient la base sur laquelle les autres construisent leur comportement envers vous. Et si cette ligne est trop basse, si elle permet trop, si elle exclut trop peu, la réalité qu'elle crée sera une réalité où le manque de respect est structurel, où il est intégré dans le fonctionnement même de vos relations les plus importantes. Le respect commence là où la tolérance s'arrête. Non pas la tolérance intelligente, celle qui distingue l'essentiel de l'accessoire et qui sait quand une souplesse est utile et quand elle est néfaste. Mais la tolérance par défaut, celle qui s'applique non pas parce que vous avez réfléchi et décidé que c'était la meilleure réponse, mais parce que le conflit vous fait peur
parce que la désapprobation vous est insupportable, parce que vous avez appris quelque part que votre valeur dépendait de votre capacité à être acceptable pour tout le monde. Ce qui se passe vraiment quand vous commencez à poser des limites, si vous décidez de ne plus tolérer ces comportements, quelque chose va changer, et pas seulement chez les autres, chez vous, de façon profonde et parfois surprenante. Au début, cela peut sembler simple dans sa formulation. Dire non, refuser certaines attitudes, poser des limites claires et les maintenir, réagir quand quelque chose vous dérange au lieu de laisser passer, exprimer ce que vous ressentez au lieu de l'absorber en silence. Mais très vite, une réaction apparaît, et cette réaction peut être déstabilisante si vous n'y êtes pas préparé. Certaines personnes vont s'éloigner, celles qui profitaient de votre disponibilité, celles qui comptaient sur votre silence pour continuer à agir comme elles le souhaitaient, celles qui étaient à l'aise dans la relation précisément parce que vous ne disiez jamais rien. Et cet éloignement peut être douloureux, surtout si vous l'interprétez comme une confirmation que vous avez eu tort de vous affirmer, que vous avez brisé quelque chose qui valait la peine d'être préservé, que les limites que vous avez posées étaient excessives ou injustes. Mais voici ce qu'il est essentiel de comprendre dans ces moments-là. Vous ne perdez pas des relations, vous perdez des dynamiques. Il y a une différence fondamentale entre ces deux choses. Une relation est un lien entre deux personnes qui se voient, se respectent et se choisissent mutuellement. Une dynamique est un arrangement, souvent implicite, qui définit comment les choses fonctionnent entre deux personnes. Et beaucoup de ce que nous appelons des relations ne sont en réalité que des dynamiques. Des arrangements dans lesquels votre rôle est défini par votre disponibilité, votre tolérance et votre incapacité à refuser. Quand vous commencez à poser des limites, les vraies relations survivent et s'enrichissent. Les dynamiques s'effondrent parce qu'elles n'avaient pas d'autre fondation que votre absence de limites. Prenons un exemple concret. Vous refusez une demande que vous auriez acceptée auparavant, une demande qui vous coûtait quelque chose, qui empiétait sur votre temps ou votre énergie, mais que vous acceptiez parce que vous n'osiez pas refuser. La personne insiste, puis change d'attitude, devient plus froide, plus distante, peut être même légèrement hostile. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que le rapport de force a changé, parce que la dynamique dans laquelle elle était confortable a été perturbée. Et si vous observez cette réaction avec lucidité, sans vous laisser envahir par la culpabilité que vous pourriez ressentir, vous verrez quelque chose de révélateur, la qualité réelle de ce lien que vous pensiez avoir. Parce qu'une personne qui vous respecte vraiment ne change pas radicalement d'attitude simplement parce que vous avez dit non une fois. Une personne qui tient à vous pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites ou acceptez peut gérer vos limites sans se sentir trahi ou sans chercher à vous culpabiliser. Autre situation, vous réagissez à une remarque déplacée calmement, sans agressivité, sans drama, mais avec fermeté. Je préférerais que tu ne parles pas de moi de cette façon. Ce type de remarque me dérange. Et soudain, la personne ajuste son comportement parce qu'elle a rencontré une limite, parce que, pour la première fois dans votre relation, il y a eu une résistance. Et cette résistance, contrairement à ce que vous craigniez peut être, n'a pas détruit la relation. Elle lui a donné une base plus solide. Les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles détruisent seulement celles qui dépendaient de votre absence de limites. Et cette destruction, aussi douloureuse soit-elle dans l'immédiat, est en réalité un service que vous vous rendez à vous-même, parce qu'elle vous libère d'arrangements qui vous coûtaient bien plus que vous ne le réalisiez. Ce que vous observez chez vous quand vous changez. Mais parlons maintenant de ce qui se passe en vous
parce que c'est peut être la partie la plus importante et la moins souvent abordée. Quand vous commencez à poser des limites de façon cohérente et continue, quelque chose change dans votre relation à vous-même. Pas immédiatement, pas d'une façon spectaculaire, mais progressivement, profondément, de manière durable, vous commencez à vous respecter vous-même d'une façon différente. Non plus le respect que vous vous accordiez en théorie, en vous disant que vous valez quelque chose, que vous méritez mieux, mais un respect concret, incarné dans vos actions, dans vos refus, dans vos choix, un respect qui se manifeste dans la façon dont vous répondez à ce qui vous est fait, et cette évolution intérieure a des effets extérieurs que vous n'auriez peut-être pas anticipés. Les personnes qui vous entourent commencent à vous percevoir différemment. Non pas parce que vous avez changé de personnalité ou que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous émettez des signaux différents, parce que vous incarnez quelque chose de différent, parce que la façon dont vous vous positionnez dans vos interactions a changé d'une manière que les autres perçoivent, même s'ils ne sont pas capables de la nommer explicitement. Il y a quelque chose que Nietzsche aurait reconnu dans cette évolution, ce qu'il appelait la volonté de puissance, que beaucoup ont mal compris comme une aspiration à dominer les autres, était en réalité une invitation à devenir pleinement ce que vous êtes, à assumer votre valeur sans vous excuser de la revendiquer, à exister dans le monde avec la fermeté de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et qui n'a pas besoin de la validation constante des autres pour maintenir cette conviction. Et cette fermeté, cette façon d'être présent à vous-même et dans vos relations est précisément ce qui génère le respect. Non pas parce que vous cherchez à l'imposer, non pas parce que vous intimidez ou que vous dominez, mais parce que vous incarnez quelque chose qui rend le manque de respect plus difficile, plus coûteux, plus risqué pour celui qui l'envisage. Cette transition demande cependant une chose que peu de gens sont vraiment prêts à accepter. Elle demande du courage, non pas le courage spectaculaire des grandes confrontations, des discours préparés, des déclarations fracassantes, mais le courage ordinaire de maintenir une limite quand la pression sociale vous pousse à la lâcher. Le courage de laisser quelqu'un être déçu ou contrarié sans immédiatement chercher à réparer cette déception. Le courage d'accepter que certaines personnes ne resteront pas et que leur départ n'est pas une preuve de votre insuffisance, mais une confirmation de la nature réelle du lien que vous aviez. La vérité finale sur le pardon, les limites et ce que vous méritez, nous voici au cœur de ce que nous voulions explorer ensemble aujourd'hui. Et avant de formuler la vérité finale, prenons un moment pour récapituler le chemin parcouru. Vous avez vu que le manque de respect ne commence jamais de façon brutale. Il s'installe doucement dans les interruptions, dans les annulations, dans les remarques déguisées. Il devient progressivement plus visible dans la façon de vous parler, dans l'exploitation de votre gentillesse, dans le silence de ceux qui auraient pu vous défendre. Et il culmine dans cette place floue, indéfinie, périphérique, qu'on vous accorde sans jamais vraiment vous choisir. Vous avez vu comment Jung explique que votre silence est interprété non comme de la sagesse, mais comme une permission. Comment ce que vous refusez d'affirmer devient le territoire que les autres explorent et occupent. Comment les limites que vous ne posez pas finissent par définir le traitement que vous recevez. Vous avez vu comment Nietzsche place le respect non pas comme une courtoisie automatique, mais comme une réaction à ce que vous incarnez et à ce que vous tolérez. Comment certains comportements sont des tests. Comment votre réponse à ces tests définit votre réalité relationnelle. Et vous avez vu ce qui se passe quand vous commencez à changer. Comment certaines personnes s'éloignent et comment cet éloignement révèle la véritable nature de ces liens.
comment les relations qui survivent à vos limites sont les seules qui méritaient vraiment d'être préservées. Maintenant, voici la vérité finale, celle que Nietzsche aurait probablement formulée sans détour, avec la franchise un peu cruelle qui caractérise sa pensée à son meilleur. Le pardon n'est pas toujours une preuve de sagesse. Parfois, c'est une absence de limite habillée en vertu. Parfois, c'est une façon de vous protéger de l'inconfort d'une confrontation en vous racontant que vous êtes au-dessus de cela. Parfois, c'est la version la plus élaborée d'une peur. La peur d'être abandonné, rejeté, désapprouvé, si vous cessez d'être quelqu'un qui accepte tout et pardonne tout. Tout pardonner ne vous rend pas respecté, cela vous rend prévisible. Et dans la logique des dynamiques humaines, ce qui est prévisible est rarement vraiment respecté. Ce qui est prévisible est utilisé. Ce qui est prévisible est géré. Ce qui est prévisible est commode. Mais il n'est pas respecté au sens profond du terme, au sens d'une reconnaissance sincère de votre valeur et de votre importance. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il faut pardonner. Certains pardons sont libérateurs et nécessaires. La vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que votre pardon enseigne aux autres sur votre valeur? Chaque fois que vous laissez passer un manque de respect, vous définissez une norme. Et cette norme devient votre réalité. Le respect commence là où la tolérance s'arrête. Non pas toute tolérance, mais cette tolérance-là, celle qui vous coûte quelque chose, celle qui diminue peu à peu l'image que vous avez de vous-même, celle qui vous place dans des relations où vous donnez plus que vous ne recevez et où vous excusez plus que vous ne devriez avoir à le faire. Car au fond, la question la plus importante de toute cette réflexion n'est pas celle que vous posez aux autres, elle est celle que vous vous posez à vous-même. Quel est le traitement que vous acceptez réellement? Quelle est la norme que vous avez établie par vos comportements, vos silences et vos pardons? Et est-ce la norme que vous choisiriez consciemment si vous pouviez recommencer? Si la réponse honnête à cette dernière question vous dérange, alors vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous savez où commencer. Non pas avec une grande confrontation, non pas avec un discours préparé, non pas avec la résolution de tout changer immédiatement, mais avec une seule chose, un seul refus, un seul moment où, au lieu de laisser passer, vous choisissez de répondre doucement, fermement, sans violence, mais sans cette souplesse infinie qui vous a coûté si cher pendant si longtemps. Quel est le manque de respect que vous ne laisserez plus jamais passer? Prenez le temps de répondre à cette question. Pas pour nous, pas pour quelqu'un d'autre, pour vous. Parce que dans la réponse que vous allez trouver, il y a le début de quelque chose d'important, le début d'une relation à vous-même et aux autres construite sur une base différente. Une base où votre valeur n'est pas négociable. Une base où votre temps, votre énergie et votre présence sont des ressources précieuses que vous choisissez d'offrir et non des ressources que les autres prennent par défaut. Et si vous commencez à poser des limites aujourd'hui, si vous commencez à répondre différemment à ce que l'on vous fait, voici la dernière question à vous poser. Êtes-vous prêt à voir qui restera vraiment demain? Parce que ceux qui resteront, ceux qui traverseront cette transition sans s'éloigner, sans se braquer, sans chercher à vous culpabiliser de votre changement, ceux-là méritaient votre présence. Ceux-là étaient là pour vous et non pour l'arrangement confortable que vous représentiez. Et dans ce cercle réduit, dans cette réalité relationnelle épurée, vous trouverez quelque chose que vous cherchiez peu, être depuis longtemps, sans savoir exactement comment l'atteindre. Du respect véritable. Du respect qui ne dépend pas de votre conformité. Du respect qui ne disparaît pas quand vous dites non. Du respect qui reconnaît votre valeur non pas malgré vos limites, mais précisément à travers elles. C'est cela que Nietzsche voyait. C'est cela que Jung expliquait. Et c'est cela que vous pouvez commencer à construire aujourd'hui si vous en faites le choix.